Bonjour, je suis Mathilda Moutoussamy. Bienvenue dans cette vidéo où je vais retranscrire une conférence énergétique. On pourrait appeler ça une vibra-conférence. En tout cas, une conférence où il n'y a pas que les mots qui passent, mais il y a de l'énergie aussi qui passe. Donc, c'est une conférence que j'ai proposée quand j'étais installée en Vendée, autour de 2016 et 2017. Voilà, que je faisais payer à l'époque. Et j'ai décidé de le déposer là, du coup, sur Internet. Parce que aussi, aujourd'hui, ces informations-là, elles sont beaucoup plus facilement accessibles. On peut les trouver sur tous les réseaux sociaux. Il y a maintenant beaucoup de personnes qui travaillent, qui transmettent, voilà, tous ces questionnements autour de l'utérus, comment ça fonctionne énergétiquement, etc. Alors peut-être que voilà, je vais pas retravailler cette conférence, il manque certainement certains éléments, mais voilà, j'avais envie de la déposer. Donc à savoir que voilà, c'est une conférence avec certains éléments concrets et en même temps, c'est aussi un travail énergétique qui se pose aussi à travers ça. Voilà. Voilà, et donc j'enregistre voilà, cette vidéo en extérieur, donc il y aura peut-être voilà, des aléas, des petits bruits annexes et du vent qui fasse. Et donc c'est vrai que moi dans mon travail, je ne travaille pas de manière classique dans le sens où je ne fais pas de théorie, en tout cas j'essaye d'en faire. Ça vient du fait que j'ai été enseignante, j'ai enseigné en collège et lycée, j'ai été prof d'histoire et géographie, et que du coup, ça m'intéresse plus vraiment d'être dans cette posture-là où je suis la personne qui a un savoir et qui va le délivrer, cette posture du professeur à l'ancienne, sur son estrade et voilà, qui est écouté. C'est d'autant plus important pour moi que dans le domaine de l'énergétique, la théorie s'adresse à la sphère mentale de l'être et que dans l'énergétique, ça m'intéresse beaucoup plus qu'il y ait d'autre part de l'être qui comprenne, qui soit touché par l'information. Du coup, ça m'intéresse plus de transférer une information vibratoire, même quand elle n'est pas comprise, parce que du coup, il y a plus de sphères de l'être, la sphère énergétique, si on parle de corps causal, corps éthérique, etc. C'est-à-dire qu'il y a plus de choses à l'intérieur de soi qui va être compris. On le sait à l'heure actuelle en neurosciences, c'est pas en expliquant quelque chose à un enfant que ça marche le mieux, parce que les enfants, mais les adultes aussi, fonctionnent beaucoup par imitation. Et donc il faut surtout montrer, faire, et il y a vraiment pas que l'aspect mental et théorique qui est en jeu pour apprendre quelque chose, c'est vraiment pas le cœur des apprentissages au final. Donc ce qui m'intéresse, c'est quand un savoir il est intégré, quand il descend. Alors c'est vrai qu'au-delà au-delà de la conférence, au-delà de l'information, il faut pouvoir la mettre en pratique. C'est ce qu'on fait à l'école aussi quand on fait un exercice après avoir donné une information pour tester. D'où aussi, moi, c'est vrai que quand je suis en stage, généralement, je dis voilà le protocole de soins, mais tout de suite, on va le faire. On va mettre les mains dans la matière, on va pratiquer tout de suite, parce que c'est ça qui va permettre à l'énergie, à l'information d'un point de vue vibratoire, de descendre complètement. Donc, ça explique aussi pourquoi je ne vais pas aller sur un terrain théorique. Il y a beaucoup de livres à l'heure actuelle sur le chakra sacré, sur voilà, toute cette notion de féminin sacré. Il y a plein de choses expliquées sur le cycle menstruel d'un point de vue théorique. Donc je vais surtout parler de mon expérience, en fait, tout simplement. Je vais parler de mon expérience, comment j'ai traversé ça, comment je suis allée chercher, quelles informations j'ai trouvées. D'un point de vue pédagogique, ça vient de ce qu'on appelle l'éducation populaire principalement. La méthode Freinet aussi encourage l'expérience et l'expérimentation. Et moi, c'est vrai que dans tout mon travail, je ne cherche pas à être un leader ou un enseignant ou quelqu'un qui a une vérité. Je partage mon enseignement, je partage mes expériences que j'ai tirées comme enseignement de mon propre parcours, de ma propre vie, de mes propres observations. Et chacun après est libre voilà, de prendre, de ne pas prendre. Bien sûr, il y a d'autres informations. Je vais essayer de mettre une bibliographie aussi en perspective dans les commentaires. Mais l'idée, ça va être vraiment de plus vous raconter un petit peu mon parcours de vie, comment j'en suis arrivée là, qu'est-ce que j'ai cherché, qu'est-ce que ça a emmené pour moi et comment je travaille aujourd'hui avec le chakra sacré. J'aime bien dire l'utérus qui concerne
en termes de, je le conçois pas en termes d'organes, mais en termes de centre énergétique, comme quelque chose qui est présent en chacun, pas que les femmes du coup. Il y a vraiment cette capacité créatrice et ce centre énergétique qui est très fort, qui est logé dans notre bassin et voilà, qui ne sert pas que à faire des enfants. Je tiens à préciser aussi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas formée en anatomie. Ma démarche est vraiment de vous partager, moi, mon parcours, mon vécu, ce que j'ai appris au fur et à mesure. Et donc, le biais est de parler de l'énergie, des archétypes, etc. Je précise bien, voilà, je ne suis pas du domaine médical. Je vais vous partager aussi donc des images qui vont parler ou pas à votre inconscient. Voilà, on laisse faire les choses en fait. Donc, comme c'est une conférence vibratoire, il est possible que quand vous m'écoutez, vous ressentiez des choses comme si c'était un soin qui se passait. Il peut se passer des choses, et particulièrement dans le bassin, mais pas forcément que. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Peut-être certaines personnes, ça va pas être la majorité, mais peuvent aussi avoir des émotions. L'idée, ça va être vraiment, voilà, de vous poser tranquillement. Peut-être que le mieux, alors moi là, je suis dehors au soleil, je profite, vous posez avec voilà, un smoothie, un jus de légumes frais, une grenadine, que sais-je, un petit thé, vous posez tranquillement. Voilà, donc cette vidéo, elle peut être regardée comme si vous regardez l'écran. Vous pouvez aussi vous allonger et laisser la voix vous porter et laisser donc voilà, les vibrations et le soin qui est derrière mes propos dans cette vidéo œuvrer par eux-mêmes en fait. C'est vrai que quand je proposais cette conférence en présentiel, j'invitais vraiment les gens à m'interrompre, à m'interroger, que ce soit pas juste voilà, moi qui parle pendant tout le temps de la conférence. J'aime bien qu'il y ait des interactions, que ça devienne un peu plus un cercle de parole, un cercle de partage, un cercle d'expérience. Alors évidemment, là, c'est préenregistré, mais du coup, ça sera hyper intéressant que vous mettiez au fur et à mesure de la conférence vos commentaires ou à la fin de la conférence vos commentaires pour que voilà, l'information que vous pourriez déposer dans un cercle, elle puisse circuler aussi vers les personnes pour lesquelles c'est juste aussi. Et ça peut être aussi de poser des questions aussi, je répondrai dans les commentaires, voilà, pour que ça serve à tout un. Et donc, cette histoire, moi, avec l'utérus, il commence à 12 ans, classiquement, avec mes premières règles. Donc, je les ai eues voilà, à 12 ans, ça a commencé à cet âge-là. Et très rapidement, j'ai été pliée en quatre, en fait, à pas pouvoir manger, à être en incapacité de faire quoi que ce soit, et très rapidement aussi à me taper la tête contre les murs parce que j'avais extrêmement mal, et le fait de me taper la tête contre les murs, ça permettait d'éviter de penser 2 secondes à la douleur dans mon bassin, et de penser à la douleur dans ma tête, c'était plus agréable. Voilà, j'ai fait ça. Quand on ne sait pas et qu'on n'a pas d'outils, on fait avec ce qu'on a sous la main, en fait, tout simplement. Il y a quelque chose qui me marque au jour d'aujourd'hui avec le recul et le regard, c'est qu'on parle de mal au ventre quand pour les femmes menstruées, alors que c'est pas vraiment le ventre qui fait mal. Alors effectivement, il y a souvent des problèmes digestifs aussi quand on a des problèmes menstruels qui viennent avec, et toute la zone du ventre peut être congestionnée, ça dépend de chacun. Même si c'était mon cas, mais le fond du problème ne vient pas du ventre en tant que tel, et c'est vrai que c'est une première interrogation. Comme si l'utérus n'est pas nommé, le bassin n'est pas nommé, les organes génitaux ne sont pas nommés. On parle de ventre, c'est pas très précis en fait. Et il y a peut-être déjà quelque chose où on ne nomme pas concrètement, on essaye de cacher un petit peu quelle est la zone, voilà, qui est touchée, ou est-ce que c'est pas bien étudié, est-ce qu'on comprend pas bien aussi ce qui se passe avec ça. Voilà, premier élément de langage qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on dit qu'on a mal au ventre, et est-ce que c'est vraiment le ventre qui fait mal à ce moment-là? Pour toutes les femmes qui connaissent voilà, les douleurs menstruelles, on sait que c'est pas que le ventre. Alors effectivement, il y a tout le problème de la sphère digestive. On peut après avoir des problèmes au niveau digestif, au niveau urinaire, et surtout on a les douleurs dans le dos aussi, beaucoup d'entre nous. Quand le cas est assez extrême comme moi, les douleurs descendent dans les jambes aussi et remontent jusqu'à la tête avec des migraines, etc. Donc c'est tout un combo. C'est vraiment pas que centré là-dessus, ça peut être aussi au niveau des seins, ça peut être d'autres endroits du corps qui se crispent aussi face aux crampes qu'il y a dans le bassin, aux contractions. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment pas que le ventre qui est atteint quand on a les règles. Bien que ça dépende voilà, de chacune, on est toutes différentes, et on vit toutes les menstruations d'une manière différente.
Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand on a des douleurs de règles, on parle souvent de douleurs de ventre, on dit qu'on a mal au ventre. Et l'utérus, je me suis dit, ah c'est marrant, l'utérus, on ne le nomme que pour la procréation. Alors que bah, c'est lui qui secoue un petit peu la zone à chaque règle, donc tous les mois. Et souvent l'utérus, le mot utérus n'est utilisé que pour avoir des bébés et pas pour autre chose du coup. Alors voilà, c'est un biais déjà assez intéressant de langage courant. Hein. Alors, du coup, je me suis amusée à chercher, je me suis dit bon, l'utérus c'est quoi? Et donc voilà, j'ai vu qu'il y a différentes étymologies, en tout cas origine du nom. Et en latin, ça veut dire ventre ou matrice. Il y a déjà un petit peu cette confusion là dans la traduction. On a le mot, on a un mot en sanskrit aussi qui désigne le ventre aussi. L'utérus est désigné comme ventre aussi. Euh, et donc le mot utérus, il existe dans beaucoup de langues différentes. C'est pas qu'un mot français, en anglais aussi, le terme utérus existe également. Et on retrouve en grec le mot hystéra, du coup, qui a donné hystérique, l'hystérie. Donc on revient à l'utérus, donc voilà, la zone du ventre, on ne connaît pas bien. La matrice, du coup, a d'autres noms. Donc je reviens à mes douleurs menstruelles, et donc à l'époque, il y a des fois juste de l'eau, je ne pouvais même pas boire, je vomissais directement, en fait, tellement c'était contracté et tellement c'était douloureux. Mais en fait, à l'époque, quand j'avais mal, on m'a mis ça en lien avec les règles, mais personne ne m'a expliqué mon anatomie, personne ne m'a expliqué l'utérus, personne ne m'a expliqué qu'est-ce qui se passait concrètement. Ou le peu d'explications que j'ai eues, y compris des gynécos, ne me permettaient pas du tout de comprendre qu'est-ce qui se passait. Donc, en gros, mon utérus faisait très mal, et chez moi, c'est vraiment pendant les règles localisées au niveau de l'utérus, et vraiment, il n'y avait pas, personne n'a utilisé le mot utérus, en fait, à ce moment-là. Donc classiquement, j'ai été emmenée chez les médecins, chez les gynécos extrêmement tôt, et on m'a mis sous médicaments, sous progestatif, donc très très tôt, à partir de 13 ans, j'ai très rapidement été sous pilule, et ça n'améliorait pas forcément totalement la situation. J'étais obligée, je ratais des jours d'école régulièrement. J'ai continué à prendre des pilules, à aller voir les gynécos avec beaucoup de frustration et de résignation, parce que je voyais des gynécos qui me disaient que je devais être stressée, qu'il fallait que je me relaxe, etc. et qui n'ont jamais poussé de recherche. Et donc c'est en 2012, moi à l'âge de 30 ans du coup, vous faites les calculs entre 12 et 30 ans, j'ai vu plus d'une vingtaine de gynécos entre mes premières règles et 30 ans. Et ça a été diagnostiqué parce que du coup j'avais des kystes aux ovaires qui me faisaient tomber dans les pommes à l'âge de 30 ans. Donc il a fallu m'opérer en urgence. J'ai fait l'URM le lendemain, j'étais à l'hôpital, opérée en urgence. Et donc c'est là qu'une fois, bah voilà, il a fallu opérer, il a fallu aller voir dedans, qu'on a pu poser le mot d'endométriose, parce que on a pu voir qu'il y avait un vrai problème et qu'il y avait vraiment des tissus et des cellules qui étaient là et qui n'étaient pas censés être là. Alors moi du coup le gynéco il était vraiment déprimé quand il m'a annoncé que j'avais une endométriose stade 4 et qu'on ne pouvait pas faire grand chose, et que lui n'étant pas spécialiste de la question, il n'avait pas pu faire grand chose, il était extrêmement déprimé. Moi j'étais extrêmement contente parce que ça faisait des tas et des tas et des tas d'années que je voyais des médecins qui ne me prenaient pas au sérieux et qui avaient tendance à me psychologiser alors qu'ils n'ont aucune formation en psychologie, et à me dire que j'avais un petit problème dans ma tête et qu'il fallait que je déstresse en fait, parce que face au fait que je disais que j'ai trop mal, je me tape la tête contre les murs, mais non, voilà, c'était pas un problème. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que très rapidement, on m'a dit il y a deux solutions, la ménopause artificielle, j'en ai fait une, plus jamais de ma vie, no way. Ce médicament, il est interdit dans certains pays, en France, voilà, on l'utilise à tire-larigot, c'est une catastrophe. J'ai l'impression que ça ressemble à ce que vivent les femmes qui font les PMA aussi. Enfin bref, moi j'ai dit plus jamais, et en plus ça calmait pas mes douleurs, c'était plus horrible, et vraiment j'avais tellement de symptômes que voilà, j'avais juste envie de crever à ce moment-là sous ménopause artificielle. J'avais déjà testé plein de pilules, toutes les pilules nouvelles sur le marché, toutes les microdosées, etc. Il se trouve que j'ai des migraines sous pilule, systématiquement. Donc ce qui fait que moi, entre avoir des douleurs de règles ou prendre la pilule et avoir des migraines carabinées qui me couchent au lit, c'était un peu comme choisir entre la peste et le choléra, et avec tous les à côté aussi de la pilule qui vont avec, voilà, je préférais rester sans.
et donc souffrir. Et en même temps, du coup, quand j'ai eu ce diagnostic-là, comme j'avais déjà commencé à mettre un pied dans la manière de se soigner de manière alternative, tout de suite je me suis dit c'est cool, j'ai le diagnostic, je vais pouvoir aller chercher le décodage biologique, je vais pouvoir aller chercher de manière alternative pour comprendre qu'est-ce qui se passe très facilement. Alors à l'époque j'étais déjà en alimentation anti-inflammatoire et j'avais déjà des suivis, fait des suivis de naturopathe et j'étais déjà sans gluten et sans lait et très peu de sucre, etc. Donc il fallait pour moi aller chercher un autre palier du coup. Et c'était pas du tout évident parce que en 2012, et Dieu merci, ça a évolué très rapidement. C'était pas évident de trouver les informations, l'alimentation anti-inflammatoire. Je l'ai trouvé surtout sur des sites internet américains ou sur des livres américains ou belges. Et du coup, en France, c'était pas facile. Il y avait quelques sites internet qui vraiment expliquaient et transcrivaient toutes les informations sur le microbiote, mais c'était encore voilà, un petit peu des informations qu'il fallait vraiment chercher pour pouvoir les dénicher à l'époque. En sachant, voilà, j'ai un problème à l'utérus, j'ai une endométriose, la première chose que je suis allée faire, c'est aller voir en psychogénéalogie parce que toutes les femmes dans la famille, quasiment toutes, ont des problèmes d'utérus, ont des problèmes de règles, estampillés fibrome, avec souvent l'utérus qui a été enlevé du coup assez tôt. C'est ça que j'ai fait la découverte en premier lieu de Miranda Gray. C'est vraiment une des personnes qui a le plus popularisé, vulgarisé tous ces savoirs-là en France. Du coup, il faut savoir que beaucoup de femmes en France, c'est le pays où il y a plus de personnes formées par Miranda Gray, même si beaucoup de personnes ne s'en réclament plus à l'heure actuelle. Je fais partie des personnes qui ont fait ces formations-là. Et aussi, voilà, les repères, il y avait quelques femmes qui vraiment se positionnaient sur le féminin sacré et qui souvent, et pour la plupart, publiaient dans la revue Rêve de femme. C'est une revue pleine d'informations qui a arrêté aujourd'hui parce que justement l'information maintenant est trouvable, elle circule, il y a des tas de livres aussi. Donc Rêve de femme est maintenant une maison d'édition. Mais c'est vraiment, à mon sens, eux qui ont ouvert la voie, donné la parole à toutes les femmes qui travaillaient sur la question à l'époque. C'était beaucoup moins commun, ou courant, ou facile à trouver et populaire, entre guillemets. On peut dire que c'est presque devenu populaire et mainstream, cool, entre guillemets, à l'heure actuelle. Et voilà, donc aussi beaucoup de gratitude pour ces personnes qui ont ouvert la voie et pour ces personnes qui travaillaient déjà sur ces thématiques-là. Je pense à Karine Yvon, je pense à Yael Catherine Ebuic. Je vais vous mettre tous ces noms-là en commentaire, il faut les connaître. Et bien sûr aux États-Unis, en Angleterre, où ils sont beaucoup plus en avance que nous sur ces questions-là, sur les questions du féminin sacré et aussi sur les questions de féminisme, féminité, défense des droits des femmes aussi. Donc moi, je me suis formée d'un point de vue pour moi-même. Donc je me suis formée au cercle, à l'animation de cercle de femmes, à la tenue de tente rouge, à la tenue de Moon Lodge. Voilà, j'ai fait plein de formations sur la notion du féminin sacré, travailler avec l'œuf de Yoni. Alors tout ça, je l'ai fait à la base pour moi. Vraiment, c'était pour voilà, me laisser guider. J'ai connecté à mon intuition. Je me suis dit ok, je laisse guider. Et c'est vrai qu'on se parlait souvent beaucoup de chakra sacré, sans parler, directement d'utérus en fait. C'était un peu comme si on n'associait pas forcément l'utérus et le chakra sacré. C'est vrai que dans mon cas, l'utérus n'est pas forcément en lien que avec le chakra sacré, c'est pas forcément que cette thématique qui est là, notamment parce que il n'est pas au même niveau que le chakra sacré anatomiquement chez moi en fait. Il est pas tout à fait à sa place et donc il est plus bas. C'est vrai que forcément, je suis allée en premier lieu aussi voir les décodages biologiques dans les livres de décodage biologique sur l'endométriose, mais ça me parlait pas et surtout ça permettait pas de débloquer la situation et moi de retrouver des cycles normaux et de pouvoir avancer et de pouvoir guérir. Je me suis mis vraiment à écouter cette voix intuitive qui vient du bassin et particulièrement de l'utérus, un peu comme si je peux parler à des parties de mon corps et que j'écoute qu'est-ce qu'il me dit. Et cette partie de mon corps ne me disait que des choses extrêmement irrationnelles. Alors j'ai suivi, même si je ne comprenais pas forcément au début. Donc ça s'est passé par une séparation de mon conjoint, le départ de la Réunion, le retour en France et cette voix intérieure qui disait tout le temps qu'il faut partir. Du coup, il faut partir, pars. Mais je ne comprenais pas. Mon utérus, ça n'arrêtait pas de dire pars. Et je ne comprenais pas de quoi il parlait. Ma guidance intérieure m'a dit tu rentres en France. Il y avait cette notion de retourner en Vendée, d'aller voir du côté de mes terres
de ma lignée féminine en Vendée, du coup, parce que je suis vendéenne, au moins à 50%. Si les papas sont bien les papas. Et du coup, voilà, c'était cet appel sans savoir comprendre forcément pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Voilà, je me suis mis vraiment, j'ai vraiment accueilli cette notion de lâcher prise. Je suis le chemin et je vais écouter au fur et à mesure ce qui se passe. C'est vrai que dans, du coup, ce que j'ai cherché, longtemps en psychogénéalogie, constellation familiale, tous les arts énergétiques, il y a cette notion-là où on garde beaucoup de choses, au niveau de l'utérus en particulier, mais tout le bassin pelvien, chez les hommes comme chez les femmes. Quand je dis utérus, je parle aussi de la correspondance énergétique chez les hommes, bien entendu, de manière peut-être pas stricto sensu que chakra sacré. J'expliquerai au fur et à mesure pourquoi, comment. Mais du coup, il y avait cette notion-là, et ça, c'était voilà, une des premières découvertes sur ce chemin-là, c'est que c'est un endroit qui stocke les mémoires et les émotions. C'est un des endroits du corps, il peut y avoir d'autres corps, le corps peut stocker à d'autres endroits, mais ça va être particulier, un endroit de stockage particulièrement sur tous les silences, sur toutes les violences subies par les femmes qui vont être transférées de femme en femme, mais aussi parfois à travers la lignée de femme en homme, d'homme en fille ou d'homme en homme, etc. Au final, la grande question pour moi, c'était de comprendre pourquoi je stocke à cet endroit-là. Quelle est la signification, pourquoi toutes ces mémoires familiales. Et il y a des dossiers très lourds, et j'ai envie de dire très glauques dans ma famille, de choses qui ont été étouffées, cachées, et je ne jette pas la pierre parce que les femmes n'avaient pas de ressources à l'époque, ou quasiment pas, pour savoir quoi faire face à ce qui leur arrivait. Et d'une certaine manière, je me suis dit, bon, si on peut stocker, on peut déstocker aussi. Le corps est intelligent, on doit pouvoir décristalliser, sortir ça, exprimer, expulser. Il doit y avoir quelque chose à faire, en tout cas en énergie, en magnétisme, en quantique, dans tout un tas de techniques. Je vais appeler ça les arts énergétiques. On sait comment faire. Je mets dans les arts énergétiques le yoga, le qigong, parce qu'on sait très bien comment faire sur les postures d'ouverture des hanches, sur des postures de circulation de chi, sur comment faire circuler et libérer tout ça. Et donc aussi, et là, c'est certainement une des formations de mon passé de prof d'histoire-géographie, aussi ce que j'ai découvert en cherchant, c'est que cet utérus-là, c'était un hub. Alors la notion de hub, c'est un endroit où il y a plein d'informations qui circulent. C'est par exemple Roissy, c'est Orly, c'est des endroits où il y a à la fois du train, dans la matière, hein, dans la réalité, du train, de l'avion, des voitures, d'autres modes, du tramway, du métro, enfin voilà, plein de manières de circuler. Et j'aime bien cette notion de hub. On pourrait parler de synapse aussi, la notion de synapse, c'est-à-dire c'est des carrefours dans le cerveau. L'idée, c'est que c'est un endroit où il y a vraiment beaucoup, dans le corps, il y a vraiment beaucoup d'échanges énergétiques. Donc à la fois, c'est un endroit qui est connecté aux énergies de la famille, c'est quelque chose qui est connecté au vécu de la femme, de l'homme, de la personne, du coup, son vécu personnel. Alors bien sûr, sur le côté sexuel, sur le côté enfantement, sur tous les côtés qui sont en lien concrètement avec le physique, mais aussi que voilà, quand on ouvre sur d'autres portes, on peut aller sur des portes plus multidimensionnelles, en lien avec des vies antérieures, avec des vies sur d'autres plans, etc. Je peux donner un exemple, c'est que moi, quand j'essayais d'écouter mon utérus quand ça me faisait mal, j'avais très régulièrement des images de planètes qui explosent et d'exode planétaire, une sorte d'exode planétaire, et j'arrêtais pas d'avoir cette image qui revenait, je comprenais pas, j'étais là, je comprends qu'est-ce qui m'arrive, je régulais mon cycle, et j'avais une image qui avait l'air de pas du tout appartenir à ce monde, et j'étais presque énervée en me disant, bah, ça va pas m'aider en fait, ça va pas m'aider d'avoir des images, des histoires galactiques, des images sorties tout droit de Star Wars, alors que voilà, moi je cherche à régler mon problème là, concret dans la matière, etc., quoi. Et donc je reviens à cette notion de, voilà, moi j'étais en mode, voilà, je veux comprendre qu'est-ce que c'est l'utérus, à quoi ça sert, et donc ce point important, on peut dire l'utérus, il stocke, mais il déstocke aussi. Et donc c'est aussi concret, hein, en tout cas,
c'est concret pour les femmes, c'est-à-dire que l'endomètre il grossit et il s'évacue tous les mois. Ou parfois il peut accompagner la naissance, nourrir la naissance ou l'arrivée d'une nouvelle âme. Et il y a cette notion de flux, reflux, quelque chose qui circule, qui est stocké à un moment, mais qui peut être évacué. Bien sûr, il y a cette analogie d'un point de vue physique, donc pour les femmes, en tout cas les personnes menstruées. Et bien sûr, ce mouvement, il existe aussi pour moi, de mon point de vue, énergétiquement pour tout le monde, dans tous les cas. Et ça m'a rappelé aussi un rêve. Moi, j'ai beaucoup de visions, je ne les comprends pas forcément. Et là, c'était dans un rêve. Et j'ai rêvé d'une grande constellation dans le ciel, en forme d'utérus. Et il y avait une voix off dans le ciel qui disait « L'utérus ne sert pas qu'à faire des enfants ». Et je me suis réveillée à ce moment-là du rêve. C'était très questionnant. Oui, donc, alors, si ça ne sert pas qu'à faire des enfants, à quoi ça sert aussi dans le corps? Et donc, petit à petit, en faisant ces recherches-là, voilà, vraiment tout azimut, en me laissant guider, voilà, j'en arrivais à ce point où je me dis, ok, l'utérus, il stocke et il évacue les énergies. Aussi, il peut, chez la femme, en tout cas chez une personne avec un utérus physique, il peut accueillir les âmes pour les couver avant de les porter au monde. Donc c'est un espace de matérialisation. Et aussi, il connecte profondément à l'intuition et dans cette dynamique où ça connecte aussi à l'inconscient. On n'est pas que sur une connexion avec que l'inconscient, que le conscient. Il y a vraiment une porte intuitive très forte avec la psyché, la libido dans son sens large, tel que le pensent les psychologues, la pulsion de vie. Et quelles sont les envies, quelles sont nos vraies envies qui constituent nos vraies valeurs, notre vraie personnalité, ce qui nous fait vibrer réellement, du coup. Ça a été un chemin très compliqué parce que plus j'essayais de me guérir, plus les choses remontaient à la surface, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue détox physique, d'un point de vue détox émotionnel, on peut dire de détox psychique. Je mets ce mot-là tout de suite. Je ne sais pas si ce mot est correct d'un point de vue psychologique. Voilà, plus ça allait, mais plus mon cycle était challengé, plus ça partait dans tous les sens et plus ça devenait douloureux en fait. Plus j'agissais dessus, plus c'était compliqué en fait, du coup. Avec voilà, des émotions très fortes, des envies suicidaires sur les syndromes post-traumatiques, sur des syndromes. Plus c'était compliqué en fait, du coup. J'avais parfois, quand j'avais les règles, toujours j'essayais d'entendre, d'essayer de comprendre ce que mon corps et mon inconscient essayaient de dire, de parler, de digérer, d'évacuer. Et j'avais souvent des visions de moi en train de nager entre deux eaux, comme dans une sphère souterraine, rappelant les espaces rattachés à Perséphone, à Nephthys, à Déméter, à Cassiopée, etc. J'ai compris de quoi il retournait quand j'ai lu que Clara Pinkola Estés, Femme qui court avec les loups, si vous ne l'avez pas lu, lisez ce livre. Ce livre, il faudrait le faire lire à toutes les femmes, bien qu'il soit très compliqué à lire. Et j'ai compris quand Clara Pinkola Estés parlait du Rio de Abajo, c'est-à-dire le fleuve souterrain, du coup, qui coule au niveau de la terre. Et donc ce Rio de Abajo, donc ce fleuve souterrain qui est comme une porte vers l'autre monde, vers le monde souterrain, celui des mystères, celui de la grotte, bien sûr, de l'inconscient et de la psyché, de tout ce qui est caché à l'intérieur de nous-mêmes. Je suis allée creuser pour essayer de comprendre un petit peu d'un point de vue énergétique chinoise, même si c'est pas une école monolithique qui n'a qu'un seul discours aussi. Il y a cette idée quand même que l'utérus est une porte sacrée. Alors ça c'est vraiment la traduction en français, en tout cas des termes chinois. Une voie vers notre monde et le monde invisible en fait. On retrouve ça dans la pensée chinoise. Donc, bien entendu, une porte entre la vie et la mort. Hein. À la fois c'est un lieu de naissance, d'initiation et de contact avec l'au-delà. J'ai trouvé deux termes qui viennent de la médecine chinoise. Je vais vous épargner les noms en chinois parce que je pense que je vais les traduire. Je ne vais pas les prononcer comme il faut,
comme il faut, mais la traduction pardon, en français, c'est palais du bébé et organe du sang. C'est intéressant de voir qu'il y a ces deux appellations différentes, et ça ne sert pas que pour le bébé, il y a cette notion de organe du sang qui est aussi appelée chez l'homme la chambre du sperme, comme s'il y a la corrélation, l'organe du sang chez la femme et la chambre du sperme qui est présent dans le corps d'un point de vue énergétique et presque physique aussi, dans le corps, voilà, dans le corps. Cette corrélation homme-femme, sang d'un côté, sperme de l'autre, est assez intéressante. On n'a pas cette notion-là, en tout cas en Occident, de mettre les deux en corrélation. Bien que le sang menstruel a un temps de création particulier qui n'est pas du tout le même que le sperme, mais il y a comme une forme de cycle aussi, à la fois chez l'homme, je parle d'un point de vue physiologique, et femme, hein, du coup. Et ces informations-là me faisaient penser, ok, comment se passe la réceptivité chez les hommes, comment cette notion de création que moi je ressens dans mon utérus, même si je n'ai jamais eu d'enfant, comment ça se traduit chez les hommes, comment sont ces cycles. Alors j'ai souvent posé la question et j'ai eu la chance de rencontrer des hommes qui conscientisent ces cycles-là et qui sont capables de parler de menstruation chez eux, même si voilà, ce ne sont pas les mêmes menstruations, mais qui sont tout à fait capables de repérer des cycles lunaires, des cycles à l'intérieur d'eux-mêmes, des cycles émotionnels, voilà, et de le ressentir concrètement, corporellement, à l'intérieur d'eux. Je parle d'hommes cis, hein, d'hommes qui se sentent hommes dans un corps d'homme. Hein. Et c'est quelque chose quand on cherche du côté du tantra, ou voilà, sans être formé au tantra, où il y a des rituels pour mélanger le sang menstruel avec le sperme. Je ne vais pas détailler parce que je ne suis pas maître de tantra et je ne vais pas aller sur cette dynamique-là. Par contre, moi, j'ai beaucoup testé le sang menstruel énergétiquement. Comme j'étais en recherche, voilà, j'ai laissé ma part sauvage parler. Et donc, j'ai commencé à toucher le sang menstruel et j'ai senti que c'était d'une force énergétique, mais incroyable. Voilà, on le sait maintenant, il y a des recherches en cours qui essayent d'utiliser le sang menstruel, c'est encore plus puissant énergétiquement que le placenta, on le sait, mais on ne sait pas encore l'utiliser. Et je commençais donc à peindre avec, à marquer mon territoire avec. Ça, c'est Claire Josian Méziel, du coup, qui en avait parlé lors d'une formation que j'ai fait avec elle. Et voilà, j'ai commencé à expérimenter et à donner le sang menstruel à mes plantes. C'est un engrais extraordinaire. J'ai des plantes qui se portent toujours bien quand j'ai une maison, qui donnent des fruits. J'ai des, j'ai des arbres qui apparaissent, je ne sais pas comment d'ailleurs. Et voilà, comme s'il y a des vieilles graines qui poussent en terre, ça m'est arrivé assez régulièrement. Et j'ai pas besoin de rajouter beaucoup de choses en fait, parce que vraiment, le sang menstruel est quelque chose qui nourrit la terre de manière extrêmement forte en fait. Et donc, il y a des élixirs aussi, on peut boire son sang menstruel comme on peut boire son urine aussi, et ça peut soigner. Voilà, j'ai exploré toutes ces facettes-là, voir qu'est-ce qui pouvait être fait. Voilà, dans cette démarche-là, je veux comprendre, je comprends mon cycle. Au-delà des notions des archétypes et de suivre son flow, j'avais besoin d'aller encore plus loin du coup. Ça, c'est quelque chose vraiment auquel je vous encourage à faire. Euh, à, qui que vous soyez, homme, femme, autre, que vous ayez vous-même du sang menstruel, touchez le sang menstruel et faites l'expérience de le toucher en conscience, juste le toucher pour ressentir la vibration. Voilà, si vous n'avez pas vous-même de sang menstruel, que vous êtes un homme ou autre, et vous pouvez demander à quelqu'un de confiance aussi, voilà, pour essayer de faire l'expérience. Moi, comme je vous dis, je vous partage mon expérience. Je ne suis pas là pour faire de la théorie. Faites votre expérience. Testez par vous-même. Euh, testez, expérimentez. C'est comme ça qu'on peut être sûr des choses du coup. Je renvoie notamment au livre qui s'appelle Ceci est mon sang, qui parle et qui explique très bien en détail ce qui se passe à l'heure actuelle sur les recherches pour utiliser le sang menstruel. Et sachez aussi que faire l'amour pendant qu'une femme a ses règles, c'est très intéressant parce que l'orgasme de la femme va être différent, son bassin pelvien va réagir différent, le vagin va réagir différent, c'est technique, c'est physiologique, tout le bassin est dans un état différent, l'état émotionnel, l'état psychique
l'état énergétique de la femme est différent, ce qui donne, quand c'est possible de le faire, des voyages intérieurs ou des orgasmes, voyages intérieurs, je ne sais pas comment dire ça, extrêmement intéressants, quel que soit le partenaire, hein, que ce soit une partenaire femme, que ce soit une partenaire homme, ou les personnes entre les deux. Je ne sais pas si ce terme de personne entre les deux est juste, je vais le dire pour toutes les personnes qui ne se définissent ni homme cis, ni femme cis, bien sûr. Je reviens à mon parcours et à ma connexion à l'utérus. Moi, la connexion à l'utérus, elle s'est faite sur une initiation énergétique. Je me suis faite initier par Marie-Pierre Cagné, qui est de La Réunion, qui habite à La Réunion, qui est une Mahoraise, on peut dire une Mahoraise de cœur, qui m'a initiée au Triangle d'Or d'Isis. C'est quand j'ai été initiée au Triangle d'Or d'Isis que j'ai commencé à ressentir physiquement mon utérus en dehors de la douleur, à pouvoir vraiment connecter à l'ensemble de mon bassin, parce que du coup c'était très compliqué, parce que moi j'ai une endométriose et tout est aggloméré, en fait tout est collé dans mon bassin, et du coup j'ai pu le ressentir aussi, surtout énergétiquement, vraiment commencer à pouvoir dissocier, ressentir chaque partie du bassin pelvien, les hanches, chaque muscle différent, qui sont très nombreux dans le bassin pelvien, de ressentir les organes, et de pouvoir affiner et de ressentir avec beaucoup plus de détails, en fait, toute cette partie de mon corps-là. Et c'est à ce moment-là que moi, quand j'ai fait l'initiation Isis, j'ai compris, j'ai ressenti que la meilleure boussole dans mon corps, c'était mon utérus, c'était pas mon cœur. Parce que voilà, je viens d'un background familial pas clair du tout, malsain, maltraitant. Donc moi, le cœur, ce n'est pas une bonne boussole pour moi, parce que j'ai intégré de mauvais schémas de qu'est-ce que c'est l'amour, très clairement. Euh, et donc pour moi, à partir de l'initiation de Triangle d'Or d'Isis, je me suis rendu compte que quand l'utérus me guidait, c'était beaucoup plus juste. C'est oui, non, très clair. Ça me permet une forme de discernement, c'est-à-dire tout ce que moi je n'arrive pas à discerner d'un point de vue conscient. Mon corps parle à travers mon utérus très clairement. Je ne sais pas si on peut généraliser, si c'est valable pour tout le monde, hommes et femmes, mais il me semble quand même que le ventre ne ment pas. Quand le ventre commence à réagir, il y a un souci. Et je pense qu'à l'heure actuelle, l'utérus, on ne comprend pas du tout. Je le vois tous les jours, parce que je ne peux pas avoir d'enfant, je suis techniquement stérile. Mais en ayant parlé avec beaucoup de médecins, avec beaucoup de femmes, à qui on avait posé ce diagnostic-là, avoir parlé à beaucoup de femmes qui ont fait des parcours de PMA, avoir parlé à beaucoup d'endocrinologues aussi spécialisés sur les questions de stérilité et d'infertilité. En fait, on ne sait pas à l'heure actuelle. Il faut dire que quand un bébé arrive ou pas, ça reste un mystère. Qu'est-ce qui fait l'endométriose? On ne sait pas non plus. Il y a des pistes d'explication, mais on ne sait pas. Qu'est-ce qui crée les douleurs menstruelles? On ne sait pas. Et toutes les pistes dans la notion du féminin sacré, d'apprendre à contrôler son cycle, etc., peut-être amènent des informations qui seront peut-être validées plus tard d'un point de vue scientifique, mais amènent des informations vraiment extrêmement intéressantes pour comprendre tout ça. Mon livre chouchou, c'est La magie du cycle féminin. Je vais mettre tous ces coordonnées dans les commentaires dès que j'en pourrai, pour que vous puissiez vous retourner là-dessus. Magie du cycle féminin, écrite par deux femmes qui habitent en Angleterre, qui ont créé une école, l'école rouge de Red School, et qui parle sans forcément aller dans les archétypes, mais qui en parle de manière très concrète sur le syndrome prémenstruel, qu'est-ce qui se passe concrètement, qu'est-ce qui se passe en termes de contenant, qu'est-ce qu'il y a derrière ces notions de matrice, comment faire avancer, comment faire sortir les émotions, les colères, comment écouter en fait le corps quand il parle, et le cycle menstruel qui est vraiment un outil d'initiatique disponible, à disposition pour la personne qui le vit, comme les personnes qui vivent avec les personnes qui ont le cycle menstruel. C'est un outil d'évolution extraordinaire en fait. Quand on écoute les femmes qui vivent ça, qu'on se cale, qu'on les écoute vraiment, il y a un pouvoir de transformation et d'évolution qui peut aller extrêmement, extrêmement, extrêmement vite. Moi, dans mon cheminement, je me suis laissée guider, et c'est Marie-Madeleine qui est venue, avant Isis d'ailleurs. Ça m'a emmenée sur tous les lieux du féminin sacré, de la Sainte-Baume, et ça ne concernait pas vraiment Marie-Madeleine, mais c'est plutôt comme si Marie-Madeleine m'encourageait à aller sur ce lieu, qui était un lieu de guérison pour les femmes, un lieu de guérison
très fort, qui était un lieu de guérison chez les Celtes, comme la plupart des lieux de guérison étaient très connectés à la fertilité, et ce n'est pas quelque chose de restreint aux femmes, du coup, dans cette pensée, en tout cas dans ce que je perçois moi. Et en fait, j'ai continué ce chemin initiatique-là avant de commencer petit à petit à transmettre aussi, quand ça m'a guidée à le faire aussi, tout simplement, même en sachant que je ne suis pas guérie à l'heure actuelle, et de pouvoir poser tous ces savoirs-là, tout ce parcours initiatique dans lequel je suis encore à l'heure actuelle, de le poser avec beaucoup d'humilité, de dire que je suis en chemin encore. Voilà, et ce chemin-là, il m'a emmené exactement en 2016, à force de suivre, à reconnecter, à comprendre dans un premier temps que j'avais été victime d'inceste. Je pensais que j'avais grandi dans une famille incestuelle. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que les attouchements au niveau du sexe étaient bien des attouchements et que ce n'était pas normal, parce qu'il faut savoir que quand on vit dans une famille où l'inceste est présent et qu'on est enfant, on l'assimile comme quelque chose de normal. On a vraiment beaucoup de mal à mettre les mots dessus, à mettre les mots sur la violence, à mettre les mots sur le viol, et aussi parce qu'il y a toute une partie des violences avec pénétration, et notamment de sodomie, qui était en amnésie traumatique, et que j'ai retrouvé, on va dire, beaucoup de ma mémoire en 2016. J'en ai pas parlé forcément tout de suite d'un point de vue public, parce que les personnes qui m'ont fait ça me menacent de diffamation, et me menacent en envoyant des personnes m'espionner à travers le réseau de francs-maçons. Ce n'est pas un film, c'est la réalité que je vis. Mais voilà, depuis l'année dernière, je l'ai dit publiquement, et j'ai décidé que j'arrêtais d'avoir peur, et que j'allais parler publiquement de tout ça. Et aussi parce que je me suis renseignée d'un point de vue avocat. Ce serait presque un aveu s'il m'accusait en diffamation, donc ça serait bénéfique pour moi. Donc, c'est-à-dire que j'ai pris le temps de me renseigner, de sentir que je suis protégée, de me construire moi, pour me sentir assez forte aussi, pour pouvoir échapper à ces menaces-là. Je ne compte pas sur la justice française, qui demande aux victimes d'inceste d'apporter des preuves. Comment je peux apporter des preuves de viols qui se sont passés sans témoin quand j'avais 5 ou 6 ans? Ce n'est pas possible. Et que ce sera ma parole contre la parole de l'agresseur, bien entendu. Donc voilà, et on sait au jour d'aujourd'hui, que ce soit pour les viols, que ce soit pour l'inceste, que les plaintes, la majorité des plaintes voilà, sont classées sans suite, et notamment dans l'inceste, que la parole des victimes et la parole des enfants n'est pas entendue. C'est un vrai gros problème en France. La France est pointée du doigt par rapport à ces questions-là. Et, et voilà, du coup, moi c'est là où mon utérus m'a emmenée, à force de crier, de hurler, et il crie encore. Il hurle encore, je suis encore malade, mais maintenant je sais pourquoi. Je sais que j'ai un syndrome post-traumatique complexe, on appelle ça comme ça, dans le corps. Alors c'est très mal connu en France, les médecins sont totalement à la masse sur la question, les gynécologues encore plus. Moi j'en parle beaucoup avec... j'ai rencontré beaucoup de médecins spécialistes de l'endométriose en France, parce que j'ai beaucoup cherché de solutions. Et c'est vrai que moi du coup j'en parle voilà, depuis 2016 très ouvertement, d'expliquer que voilà, j'ai été violée dans mon enfance, quel est le lien. Et quand j'en parle avec ces médecins-là, qui se taisent et qui ne prennent pas la parole, ils constatent sur le terrain que la majorité des femmes qui ont des problèmes d'endométriose sont des femmes qui ont vécu des violences sexuelles ou de l'inceste, ou des violences psychiques aussi, ou de la maltraitance. Donc voilà, c'est une question, on ne peut pas l'affirmer à l'heure actuelle. Est-ce que les violences sexuelles aussi impactent l'utérus? Comment ils l'impactent? Quel est le processus? Bien qu'il soit tout à fait compréhensible de penser qu'un syndrome post-traumatique crée inflammation, oxydation dans le corps, perturbe les hormones, et la perturbation d'hormones crée peut-être de l'endométriose, on ne sait pas exactement. Il y a certainement aussi des facteurs environnementaux. Bien sûr, on est entouré de pollution, et on sait très bien que le corps a du mal à tout digérer. Nos corps humains ont du mal à tout digérer. Et ça, voilà, c'est mon parcours. C'est là où ça m'a emmené.
Je ne dis pas que l'utérus emmène forcément à ces thématiques-là, c'est mon histoire personnelle, mais en tout cas que l'utérus, en termes de centre énergétique, quand on l'écoute, quand on s'y connecte, c'est extrêmement puissant. On sait aussi que l'abondance financière, l'énergie argent est très reliée à la capacité à habiter pleinement le bassin, et c'est cette énergie-là, d'aussi en termes de domination, de pouvoir dans la société, pouvoir, argent, et toutes les choses mauvaises qui vont avec sont souvent malheureusement intermêlées. Et que tout ça, quand on aura bien compris tout ça, ça va être peut-être plus facile aussi de dissocier ça. Pourquoi certaines personnes, dès qu'elles ont beaucoup de pouvoir, se sentent en possibilité de faire des choses qui ne se font pas, de ne pas respecter le consentement, de violer, etc. Voilà. En tout cas, un creuset extrêmement intéressant, un endroit de stock, de déstock, un endroit pour accueillir les enfants, donc un endroit de matérialisation, un endroit de connexion à soi, extrêmement, extrêmement, extrêmement puissant pour tout le monde. J'insiste, je parle du mot utérus, mais j'en parle d'un point de vue énergétique de manière beaucoup plus large pour toutes les personnes. Et voilà, moi je suis toujours sur ce chemin-là. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. J'espère que les énergies qui sont justes pour vous seront arrivées à vous. J'espère vous avoir envie de vous avoir donné envie d'expérimenter, de tester, de vous mettre en recherche, de lire peut-être aussi, d'expérimenter tout ça et d'aller connecter à cette intuition-là. Et toujours dans le respect d'autrui, dans le respect du consentement, dans le respect de vous-même, bien sûr, en premier lieu. Voilà, je vais clôturer cette conférence maintenant. Voilà, et n'hésitez pas, mettez des commentaires, posez des questions. Ça n'a pas vocation à être complet, comme je vous l'ai dit. Je pourrais rajouter encore beaucoup de choses. On peut écrire des livres sur la question, mais il y en a déjà pas mal. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura donné des pistes. Voilà, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.